Alors j'ai choisi 1984 parce que c'est un extraordinaire roman qui décrit très bien, de manière absolument glaçante et effroyable, ce que peut être ou ce qu'a été un système totalitaire. Et aussi, je vous propose de réfléchir sur ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques, d'éléments, on va dire, totalitaires, peut-être soft, mais dont on prend conscience de plus en plus de l'existence. Je pense notamment à ces fameux GAFA dont on parle aujourd'hui beaucoup. Ces grands groupes américains, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., qui permettent, plus ou moins à notre insu, de moins en moins à notre insu, mais quand même, d'avoir sur chacun d'entre nous une fiche avec notre profil de consommation, profil psychologique, habitudes, etc. Ce qui, est quand même en soi pas le seul élément d'un système totalitaire, mais quand même qui en fait partie. Donc tout ça pour être vigilant, pas pour aller s'installer sur une île déserte, sans portable, sans ordinateur, sans rien, mais pour être conscient que sans être dans un système totalitaire, bien entendu, il y a des éléments qui peuvent nous faire réfléchir. On verra quels sont ces éléments qui sont décrits dans 1984. Alors 1984 est paru en anglais, donc c'est 1984, le nom 1984, le nom du roman, et c'est peut-être le plus célèbre roman de George Orwell, qui a été publié en 1949. Il a été écrit en fait en 1948, et c'est l'inversion des deux derniers chiffres, 48-84, qui explique le titre du roman. Donc publié en 1949, et quelques années après, un autre de ces grands romans, en tout cas le plus connu, La ferme des animaux, qui a été lui publié en 1945, donc vous voyez, vraiment juste après la fin de la guerre. Et La ferme des animaux, qui lui est une critique très radicale du régime soviétique, du régime stalinien. Alors, George Orwell, c'est son nom de plume. En fait, il s'appelle Eric Arthur Blair, et il est né en 1903 en Inde. Ça, c'est important pour la suite. Et il est mort en 1950 à Londres. Donc, vous voyez, un auteur mort jeune. Et il est en 1903. Il est né en 1903. En Inde, est mort en 1950, et donc c'est un écrivain, vous savez, et journaliste, puisqu'en fait, il est aussi journaliste, reporter anglais. Et son œuvre, qui ne se limite pas à ces deux romans, La ferme des animaux et 84, puisqu'il a écrit d'autres, moins connus, mais tout aussi intéressants, et puis surtout, il a écrit énormément d'articles, puisqu'il était journaliste et reporter. Et toute son œuvre porte la marque de ses engagements, de ses engagements politiques. Et ces engagements politiques trouvent eux-mêmes leur source dans son expérience personnelle. Ça qui est intéressant, c'est que d'abord il va combattre l'impérialisme britannique. Pour ça que le fait d'être né en Inde a sa part d'importance. Contre l'impérialisme britannique, après son engagement de jeunesse comme représentant des forces de l'ordre colonial en Birmanie. Donc il va déjà avoir une première expérience à ce moment-là. Ensuite, il va lutter pour la justice sociale et le socialisme. C'est toujours quelqu'un qui sera donc socialiste, fervent socialiste.
et il le devient de plus en plus après avoir observé et partagé toutes les conditions d'existence des classes populaires, que ce soit à Londres ou à Paris. Donc il connaît la misère et il partage avec un certain nombre de gens des conditions d'existence extrêmement précaires, comme elles pouvaient l'être au début du siècle, que ce soit en Angleterre ou à Paris. Et puis ensuite, évidemment, il va s'engager contre les totalitarismes, essentiellement nazis et staliniens. Après, notamment, sa participation à la guerre d'Espagne. La participation d'Orwell à la guerre d'Espagne va être un moment clé, parce que c'est là où il va prendre conscience de l'importance de la manipulation de l'information. Puisqu'il va participer à la guerre d'Espagne, donc il va vivre un certain nombre de choses, évidemment aux côtés des républicains. Et il va voir ensuite dans la presse ou dans des livres comment est relatée cette guerre d'Espagne. Et il ne va pas reconnaître ce qu'il a vécu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment prendre conscience du système de désinformation. C'est-à-dire qu'on invente des victoires qui n'ont pas été, on réécrit l'histoire. Et vous allez voir que dans 1984, c'est un des sujets majeurs, puisque le héros, Winston Smith, est chargé dans son ministère de réécrire tous les jours l'histoire pour que les informations qu'on donne au peuple correspondent à la ligne officielle du parti. On y reviendra largement. Donc, Orwell est vraiment le témoin de son époque, et il est chroniqueur dans les années 30 et 40, critique littéraire aussi et romancier. Et il écrit dans un article ce qui fait que les gens de mon espèce, c'est-à-dire ceux qui vivent les événements, ceux qui les relatent, enfin, les journalistes, les reporters, ce qui fait que les gens de mon espèce comprennent mieux la situation que les prétendus experts, ce n'est pas le talent de prédire des événements spécifiques, mais bien la capacité de saisir le monde dans lequel nous vivons. Saisir le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est très intéressant parce que reconnaissons à Orwell que ce roman, publié en 1949, est justement vraiment dans le monde dans lequel il vit. Il a très peu de recul, ce qu'on appelle le fameux recul historique, pour juger des systèmes totalitaires. Et pourtant, c'est avec une acuité et une finesse tout à fait remarquable. Il est, voyez, le contemporain d'Hannah Arendt. Enfin, contemporain, il est mort bien avant, mais disons que ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt, elle, justement, sera l'universitaire qui va théoriser, qui va formaliser tous les ressorts, les tenants et les aboutissants d'un système totalitaire du XXe siècle, puisqu'il s'agit bien d'un système totalitaire du XXe siècle qu'elle décrit dans Les origines du totalitarisme, qui est paru en 1951. Vous voyez, il y a très peu d'écart entre la parution des origines du totalitarisme d'Arendt et le 84 d'Orwell. 2 ans d'écart. Et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés, semble-t-il. Ils n'ont jamais fait allusion à l'œuvre de l'autre. Donc c'est ces deux univers un peu parallèles, celui des universitaires, qui veut avoir aussi une expérience, vous savez, avec le procès Eichmann, etc. Elle s'est aussi transformée en reporter à ce moment-là. Mais le monde universitaire qui réfléchit, qui théorise, et puis le monde d'Orwell, qui lui est un monde du vécu, de celui de ce qu'il a pu expérimenter et comprendre à travers son engagement et ses expériences. De ce point de vue, c'est tout à fait pertinent. Alors, 84 est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation ou, de manière plus large, du roman de science-fiction.
Et en fait, Orwell lui-même a toujours récusé le fait que ce soit un récit historique, disons ancré dans l'histoire, auquel justement il aurait pu y avoir une suite. Et certains même ont essayé d'écrire la suite. 1985, bon. Et c'est un peu contradictoire avec la volonté d'Orwell, qui est de montrer que justement un système totalitaire est hors histoire. C'est là où peut-être il se différencie d'Hannah Arendt, pour qui la description du système totalitaire qu'elle fait est typique du XXe siècle. Un système... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il faut rappeler les portables. Pourquoi ? Parce que justement, le but d'un système totalitaire est par nature, par définition, de gommer l'histoire. Donc, bien sûr, c'est un roman on va dire, de science-fiction ou d'anticipation, mais c'est surtout un roman, je dirais, sur la nature humaine, sur l'éthique, c'est-à-dire comment on peut mettre en esclavage l'humanité, comment tout un peuple peut être soumis, réduit à la non-pensée, à la non-expression, enfin au vide intérieur, ce fameux isolement ou désolation dont parle Arendt. Et bien entendu, ceci ne nous empêche pas de voir des éléments historiques dans le roman et de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre de tout cela, mais je décalerai un peu de cette classe où on a mis le roman d'anticipation, de roman de science-fiction. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'adjectif orwellien est devenu un adjectif de la langue française. Quand on décrit un univers orwellien, c'est un univers totalitaire. Comme on verra avec Kafka, quand on décrit un univers kafkaïen, c'est bien un univers bureaucratique, et je crois que tout le monde a vécu peu ou prou aussi des expériences de ce type-là, quand on se heurte à l'administration, qu'on a l'impression d'être mené d'un couloir à un autre, d'un téléphone à un autre, sans jamais obtenir satisfaction. Donc, orwellien, kafkaïen, c'est bien des choses qui résonnent, y compris dans nos sociétés libérales, même si évidemment ce n'est pas au niveau où les héros de ces romans le vivent. Alors, Orwell décrit dans ce roman une Grande-Bretagne. Nous sommes en Grande-Bretagne, nous sommes plus précisément à Londres, en 1984, donc 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, qui est censée avoir eu lieu dans les années 50. Et suite à cette guerre nucléaire entre les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest, s'est instauré un régime de type totalitaire, à peu près partout dans le monde. On verra avec 3 grands blocs. Et ce système de type totalitaire emprunte à la fois au système soviétique, au système stalinien et au système nazi. Dans ce monde que Orwell nous décrit, la liberté d'expression n'existe plus, la liberté de penser non plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées, tous les comportements sont surveillés par des systèmes qu'il va appeler les télécrans, par le système de la langue utilisée qui est la novlangue, c'est-à-dire la langue nouvelle, qui essaie de réduire les mots le plus possible. Donc télécran, écran de télévision. Donc tout le monde est surveillé, d'immenses affiches sont placardées dans les rues. Et vous connaissez bien évidemment ce fameux personnage qui est placardé dans les rues, c'est le visage de Big Brother,
expression aussi largement utilisée depuis. Big Brother is watching you, hein, c'est-à-dire Big Brother vous regarde, hein, ce visage avec la petite moustache noire, bon, évidemment, et donc, voilà, tout le monde vit sous la surveillance de ces télécrans et de ce Big Brother vis-à-vis duquel un sentiment d'amour, hein, et d'amour inconditionnel est développé dans la population. Alors, l'histoire donc se passe à Londres en 1984. Depuis ces guerres nucléaires, donc des années 50, le monde est divisé en 3 grands blocs. 3 grands blocs qui ont 3 noms. On a l'Océania. L'Océania regroupe tout le continent américain, nord, sud, toutes les Amériques, les îles de l'Atlantique, l'Australie, l'Afrique australe et l'Angleterre. L'Angleterre est rattachée à ce grand bloc d'Océania. On a un autre bloc qui est l'Eurasia, qui est tout le bloc de l'Europe, sans l'Angleterre. Donc là, on peut peut-être dire, oui, c'était une anticipation du Brexit. L'Europe sans l'Angleterre et toute l'URSS, ce qu'on appelait à l'époque l'URSS, donc tout le continent soviétique. Ça, c'est l'Eurasia. Et puis, on a le 3e bloc, qui est l'Est-Asia. L'Est-Asia qui regroupe la Chine, le Japon, une partie de la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, bon. Donc toute la partie Est, l'Asie du Sud-Est, on va dire. Donc Océania, Eurasia, Est-Asia, et ces 3 blocs se font continuellement la guerre. Ces 3 blocs sont en guerre, continuelle. Et pourquoi sont-ils en guerre ? Ils sont en guerre pour la domination d'une quatrième partie, mais qui, elle, n'a pas de nom, qui est une sorte de quart-monde, qui est une sorte de parallélogramme qui couvre la moitié supérieure de l'Afrique, donc toute l'Afrique, Maghreb aujourd'hui, enfin du Sahel, mais aussi toute la péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak aujourd'hui, jusqu'à Hong Kong. Et c'est le contrôle de ce territoire, mais aussi le contrôle des matières premières, hein, de ce grand quart-monde, ce grand territoire, ainsi que de celui de l'Antarctique, hein, donc au sud, qui justifie officiellement la guerre perpétuelle entre les 3 blocs. Ces 3 blocs sont en guerre et officiellement on dit aux peuples respectifs que c'est pour se partager, hein, ou pour avoir le contrôle, la domination des ressources de ce quart-monde. Je dis bien officiellement parce qu'en fait on verra que la guerre, ou cet état de guerre permanent, fait partie de l'arsenal politique, hein, l'arsenal de manipulation des masses, puisque, comme le disent les slogans qui sont en cours, la guerre, c'est la paix. Donc, si les peuples veulent vivre en paix, ils sont obligés d'accepter qu'il faut être en guerre. Une guerre permanente. Et les informations qui sont données dans les lieux publics, dans les rues, par les fameux télécrans, font justement état des victoires. Des victoires gagnées au jour le jour contre l'un ou l'autre bloc. Donc c'est pour maintenir une sorte de mentalité belliqueuse, hein, guerrière, où on magnifie les victoires qui sont la plupart du temps inventées contre le bloc avec lequel on est en guerre.
Alors, ces trois grandes puissances, Océania, Eurasia, Estasia, sont dirigées toutes par des systèmes totalitaires. Et qui s'appuient sur des idéologies qui sont nommées différemment, mais qui sont fondamentalement similaires. Alors, l'Océania, c'est là où le roman se déroule, l'Océania est dirigée par un système qui s'appelle Angsoc. Angsoc, A-N-G-S-O-C, c'est dans la novlangue de l'Océania, la réduction de socialisme anglais. Socialisme anglais, anglais socialisme, Angsoc, c'est réduit, Angsoc. L'Océania est dirigée par un système Angsoc. Angsoc, socialisme anglais. Donc ça doit dû faire très plaisir aux socialistes anglais que le système totalitaire de l'Océania soit appelé ainsi, Angsoc. L'Eurasia, ce bloc est dirigé par un système qui s'appelle néo-bolchevisme, et Estasia, un système qui s'appelle culte de la mort. Culte de la mort, ou un autre nom qu'on lui donne, c'est l'oblitération du moi, c'est-à-dire le fait d'oublier sa propre existence, oublier son propre moi. Alors, tous ces partis sont présentés comme communistes avant leur montée au pouvoir, enfin, avant leur accès au pouvoir, jusqu'à ce qu'ils deviennent des régimes donc carrément totalitaires et relèguent les fameux prolétaires pour lesquels ils étaient censés se battre au bas de la pyramide sociale et ne plus s'en inquiéter. Et on voit que dans l'Océania, les prolétaires sont considérés comme presque des sous-hommes. Enfin, et ils représentent quand même 85% de la population, ce qui est quand même une énorme majorité de la population, mais c'est des prolétaires qu'on garde dans une situation de misère, à la fois économique, sociale et de misère intérieure, culturelle, puisqu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Puisque vous imaginez que dans un tel système, l'éducation n'est pas bien vue du tout. Il n'y a pas d'éducation. Alors, il faut avoir le moral avant de relire ce livre, parce que c'est quand même assez oppressant, assez glaçant. Mais, alors, il faut le lire. Le héros, donc, c'est un certain Winston. Je ne sais pas s'il y avait une relation avec Churchill, peut-être bien. Winston Smith. Donc vous voyez, un nom tout à fait classique. Ce héros, Winston Smith, il est âgé de 39 ans. Bon. Il habite Londres, donc nous sommes en Océania. Et il est employé, c'est un fonctionnaire, employé de ce qu'on appelle le parti extérieur. Parti extérieur, c'est une sorte de classe ou de caste intermédiaire, on le verra, du régime océanien. Il travaille, donc il est employé au parti extérieur, et il travaille au ministère de la Vérité. Il travaille au ministère de la Vérité, et en novlangue, ça s'appelle le Miniver. Là aussi, pour réduire, ministère de la Vérité, Miniver. On réduit Miniver. Et son travail est très intéressant, puisqu'il consiste à réécrire les archives historiques. C'est-à-dire, tous les jours, il lui arrive, dans une sorte de tuyau, des anciens systèmes de communication, des tubes, avec des morceaux d'articles ou de livres qu'il lui faut réécrire.
Donc, il lui faut réécrire les archives historiques afin de faire correspondre tout ce qui est écrit, notamment sur le passé, avec la version officielle du parti du jour. Et donc, tous les jours, il lui arrive des dépêches AFP, entre guillemets, qui le doit réécrire, changer les noms, inverser les informations, faire disparaître des noms. Enfin, voilà, il réécrit l'histoire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, lorsque l'Océania déclare la guerre à l'Estasia, alors qu'elle était en paix jusqu'alors avec cet État, eh bien, on lui demande de supprimer toutes les traces écrites qui existent de l'ancienne alliance avec Estasia, pour faire croire au peuple que l'Océania a toujours été en guerre contre l'Estasia. C'est-à-dire c'est une oblitération, une occultation, un effacement systématique du passé, donc de tout ce qui est archives historiques, pour le faire correspondre au jour le jour avec la ligne, avec la vision de la ligne. Donc on oublie qu'on a été en guerre, on oublie qu'on a été en paix, l'histoire se réécrit chaque jour. Alors ceux qui se souviennent... Mais justement, l'idéologie et les systèmes de manipulation en place vont faire en sorte que personne ne se souvienne. Et c'est bien le problème de Winston, puisque lui, il se souvient. Donc, contrairement à tous ceux qui, justement, l'entourent, Winston ne réussit pas à pratiquer cette amnésie collective, cette amnésie sélective aussi, et n'adhère pas au mensonge du parti. Donc, il fait son travail, mais à contre-cœur, puisqu'il n'adhère pas à cette idéologie. Et il prend conscience, donc, que eh bien, il n'a pas de pensée aussi orthodoxe qu'il devrait en avoir, puisqu'il fait quand même, il est membre du parti extérieur, qui joue un rôle très important dans la diffusion de cette idéologie officielle. Et donc, bien sûr, il sait qu'il sera susceptible d'être traqué par ce qu'on appelle la police de la pensée. La police de la pensée, il existe toute une police de la pensée qui traque justement ceux qui pourraient avoir des doutes sur le bien fondé de cette idéologie. Et c'est une redoutable organisation de répression, cette police de la pensée, on le voit à la fin, qui est capable d'emprisonner, de torturer, de tuer, évidemment, tous les opposants au régime. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est c'est une organisation qui tue aussi ceux qui ont été trop les amis de l'idéologie. C'est-à-dire, oui, les partisans, ou les sympathisants. C'est-à-dire, on supprime à la fin tout le monde, c'est-à-dire les opposants, mais aussi les sympathisants, parce que ça pourrait aussi être un peu suspect. Voilà. Mais il reste pas grand-chose, mais disons que ça se fait dans le temps. Et donc là, les prolétaires ont le temps de procréer, de faire d'autres masses à manipuler. Donc, il va évidemment dissimuler ses opinions, et c'est là où on commence à voir la double vie du héros, qui fait son travail de fonctionnaire zélé, et qui le fait bien, puisqu'il est même reconnu comme un bon membre du parti. Et puis, ce qu'il pense réellement, évidemment, il va dire à personne, il dissimule ses opinions aux yeux de tous ses collègues. Alors, l'Océania, on sait, est structurée en 3 classes sociales. Bon, je mets à part Big Brother, qui est au sommet de la pyramide, qui est hors système.
En dessous, il y a les membres du parti intérieur, ce qu'on appelle le parti intérieur, qui est la classe dirigeante, qui représente moins de 2% de la population, parti intérieur, donc avec les gens qui sont responsables de l'idéologie de la société. Classe dirigeante, moins de 2% de la population, qui est elle aussi extrêmement surveillée. On a ensuite les membres du parti extérieur, donc le parti extérieur, dont fait partie le héros, qui sont les travailleurs moyens, les fonctionnaires moyens, qui représentent 10 à 12% de la population. Donc 12 plus 2, ça fait 14. Et tout le reste, ce sont les prolétaires. 85% de la population prolétaire qui vivent dans une misère noire. Mais qui ne sont pas autant surveillés. On le verra tout à l'heure. Ceux qui sont le plus surveillés, c'est les membres du parti. C'est-à-dire, chez qui y a-t-il les fameux télécrans dont on ne peut pas s'abstraire? C'est les membres du parti, extérieur et intérieur. La plupart des prolétaires n'ont pas de télécran chez eux. On pourrait dire, c'est une chance. Bon, c'est pas aussi évident, parce que bien sûr, ils sont moins surveillés, mais de toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose, à part s'amuser, on le verra, à la loterie. Ils n'ont pas d'éducation, ils vivent, ils mangent pas à leur faim, donc le fait même de ne pas les surveiller est le signe d'un profond mépris, en fait, pour ces gens qui sont pas considérés comme des êtres humains. Alors, ces télécrans, on les trouve donc grands télécrans géants, dans toutes les rues, dans tous les lieux publics, et donc chez tous les membres du parti. Et ils ont une double fonction, ces télécrans, diffuser de l'information officielle, c'est un peu comme nos grands écrans qui diffusent de la publicité dans nos rues. Donc, ils diffusent les victoires, aussi, là, ce qui est très empreint du système soviétique, le fait d'avoir dépassé les objectifs de production. Vous savez, dans les fameux plans triennaux, quinquennaux, etc. Donc là, on dit à la population, bon, voyez, il faut continuer parce qu'on a dépassé les objectifs. On a gagné telle victoire contre l'Eurasia. Voilà. Donc c'est pour entretenir tous les jours le moral de la population. Et en même temps, ces télécrans, ils ont un rôle de surveillance. Mais est-ce qu'il n'y a pas une surenchère des grands écrans, des écrans partout, Big Brother, grands écrans et tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas, on fait un peu dans la surenchère Ah bah, c'est pas qu'on est un peu dans la surenchère, on est totalement dans la surenchère. Ils sont partout. C'est pour ça que Big Brother is watching you. C'est, voilà, on a l'impression d'être surveillé partout. Et ces télécrans ont même la capacité, pour les télécrans qui sont dans les maisons, de pouvoir capter ce que pensent les gens et même leurs réactions émotionnelles, même les sentiments, les émotions, tout ça est perçu par les télécrans. Donc on diffuse de l'information qui va bien, et en même temps on surveille toutes les pensées, et c'est pour ça que Winston, même si lui il a une chance dans son appartement, puisqu'il y a une sorte de recoin, d'alcôve dans l'appartement où il vit, et donc il peut s'abstraire pour quelques moments du télécran. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir commencer à écrire un journal sans être vu. Mais il ne faut pas que que ça dure trop longtemps. Donc quelques minutes, et puis après il doit se remettre en vue du télécran parce que ça pourrait être suspect. Donc voilà, c'est un système de surveillance totale, nuit et jour, puisque même pendant le sommeil, on peut écouter ce que les gens peuvent dire. Et effectivement, il y a
un certain nombre de personnes qui prennent tellement sur elles dans la journée, pour faire bonne figure, pour dire ce qu'il faut, que pendant le sommeil, il y a des choses qui leur échappent sans qu'ils s'en rendent compte. Et ceci aussi est vu et filmé par les télécrans. Donc, jour et nuit, on est surveillé. On ne peut faire confiance évidemment à personne, puisque c'est un système qui encourage la délation et évidemment d'être, trahi par ceux en qui on pourrait avoir le plus confiance. Ce qui est le plus terrible, je trouve, parce que ça c'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire, c'est par exemple l'éducation, la manipulation des enfants pour dénoncer leurs parents. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec le système maoïste et au Cambodge, avec les Khmers rouges, où c'était des enfants qui étaient, qui dénonçaient leurs parents. Et donc là, ça existe dans 1984, où les pires ennemis, c'est les enfants, c'est ses propres enfants. Qui sont éduqués à n'avoir aucun état d'âme. Vraiment des êtres totalement inhumanisés, déshumanisés. Ça, c'est absolument terrible. Et c'est d'autant plus terrible quand on l'a vu. On sait que ça existe, et ça existe encore. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux prolétaires qui, eux, ne sont pas autant surveillés, ni peut-être endoctrinés par l'idéologie du parti? Tout ce qu'on leur demande, c'est un patriotisme primitif, c'est-à-dire d'être pour sa patrie, pour l'Océania, et d'être un peu la chair à canon, c'est-à-dire d'être d'accord chaque fois qu'il est nécessaire de les faire travailler plus d'heures ou de leur donner des rations alimentaires de plus en plus réduites, puisqu'il faut savoir qu'il y a un système de rationnement alimentaire. Pas parce qu'il n'y aurait pas de quoi nourrir le peuple correctement, mais parce que c'est aussi pour entretenir un système d'adhésion et pour surtout mater tout ce qui pourrait être volonté de révolte contre le système. Donc on leur demande de travailler plus, de manger moins et d'être patriotes. Et on leur donne une possibilité de se divertir, à part d'aller au bistrot, c'est la loterie. Alors bon, ça c'est... Ah non, nous sommes dans une société sans divertissement, sans spectacle. Alors la loterie, je vous lis le petit passage parce que c'est assez intéressant, puis ça peut nous faire réfléchir. Il parlait de la loterie. Alors, la loterie et les énormes prix qu'elle payait chaque semaine étaient le seul événement public auquel les prolétaires portaient une sérieuse attention. Il y avait probablement quelques millions de prolétaires pour lesquels c'était la principale, sinon la seule raison de vivre. C'était leur plaisir, leur folie, leur calmant, leur stimulant intellectuel. Quand il s'agissait de loterie, même les gens qui savaient à peine lire et écrire semblaient capables de calculs compliqués et de prodiges de mémoire déconcertants. Il y avait toute une classe de gens qui gagnaient leur vie simplement en vendant des systèmes, des prévisions, des amulettes porte-bonheur. Winston n'avait rien à voir avec le mécanisme de la loterie qui était dirigé par le ministère de l'Abondance. Mais il savait, en vérité, tout le monde dans le parti le savait, que les prix étaient pour la plupart fictifs. Il n'y avait que les petites sommes qui fussent réellement payées. Les gagnants des gros prix étaient des gens qui n'existaient pas. Ce n'était pas difficile à arranger, vu l'absence de toute réelle communication entre une partie et l'autre de l'Océania. Mais s'il y avait un espoir, il se trouvait chez les prolétaires. Donc c'est absolument terrifiant de voir que la seule lueur d'espoir se trouve chez les prolétaires avec ce divertissement de la loterie qui est totalement falsifié, mais voilà, qui est leur bouffée d'oxygène journalière. Terrifiant, non? Il faut rêver, hein, dans la vie. Oui, c'est ce que je peux faire, oui.
une illustration, on peut faire une comparaison, une analogie à notre époque, le système de la Française des Jeux et du PMU. On peut le calquer un petit peu. Oui, sauf que là, je crois que c'est des vrais, je crois que c'est des vrais gars et des vrais gens. Non? Peut-être que c'est faux. Quelque chose de très caractéristique, c'est qu'il y a une population précise et large qui s'adonne que les jeux proposés de pur hasard par la Française des Jeux parce qu'elles incitent, soi-disant, à étudier. Il faut voir un petit peu se rendre à n'importe quel PMU, ou même maintenant où on a créé des établissements consacrés uniquement. Oui, c'est intéressant parce que là, il dit que même les prolétaires qui savent ni lire ni écrire, finalement, arrivent à faire cet effort intellectuel de compter et d'avoir la mémoire des gains. Hein, donc c'est un peu paradoxal. Ouais. Après, on peut faire... vous allez sortir d'ici, vous allez vous méfier de tout. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir. Alors, le roman, revenons au roman, le roman s'ouvre sur un projet d'écriture que Winston a. C'est-à-dire, il se rend compte qu'il est en porte-à-faux par rapport à l'idéologie du parti et il voudrait consigner, il voudrait garder une trace écrite et garder une trace du passé. Justement, puisque lui, il réécrit l'histoire tous les jours, donc il est sensible au fait qu'il faudrait quand même garder une trace du passé pour s'opposer à la propagande de l'Océania. Comme les possibilités de rébellion sont inexistantes, il entreprend de rédiger un journal. Et bon, je vous explique qu'il doit donc se cacher du télécran de son appartement pour écrire chaque jour quelques pages. Et c'est ce journal qui va servir de prétexte dans le roman à décrire le système totalitaire qui l'entoure, de décrire les hommes, donc il y a certains hommes qui sont décrits, tous les hommes qui y collaborent, et les ressorts les plus impitoyables du système. Et donc sont exposés au fur et à mesure de ces rencontres le fait d'interdire la négation de l'amour et de la sensualité pour l'ensemble de la société. C'est un télécran. Oui, la technique, on ne maîtrise plus. Donc, je disais, l'interdiction, la négation de l'amour, la sensualité pour tout le monde. La destruction de la langue. Là, il va rencontrer un des artisans du dictionnaire de la novlangue. C'est-à-dire cette langue nouvelle qui fait l'objet d'un travail, toutes les décades ou toutes les périodes de plusieurs années, on sort la version officielle du dictionnaire. Et il va rencontrer un artisan tout à fait enthousiaste de ce dictionnaire de la novlangue, puisque l'objectif est de diminuer toujours plus le nombre de mots. Et surtout de faire des mots de plus en plus courts. Donc de moins en moins de mots, des mots de plus en plus courts, c'est ça l'objectif de la novlangue. C'est-à-dire de pouvoir communiquer vraiment de manière la plus simple possible. Oui, il y a oui. Avec les textos, les SMS, ça. Et comme la langue est évidemment, on le sait, le reflet de la pensée, ce travail sur la langue est tout sauf anodin, c'est-à-dire c'est pour éviter aux gens de penser. Puisque s'il n'y a plus les mots pour exprimer la nuance et les nuances de sa pensée, eh bien, on finit par ne plus penser. C'est exactement ce que Hannah Arendt décrit, où on finit par être des êtres totalement désolés intérieurement. C'est-à-dire, on ne sait même plus qui on est. C'est-à-dire, le lien avec soi-même est détruit.
Il va raconter aussi la délation donc, au sein des familles et ce refoulement généralisé qui fait qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui explosent un petit peu dans leur sommeil. Mais il y a un système qui est officialisé pour exprimer justement ce que les gens ressentent un peu à l'intérieur. Tous les jours, il y a les 2 minutes de haine. 2 minutes de la haine. Donc tous les jours, la vie s'arrête pendant ces 2 minutes de la haine. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 minutes ? Et puis après, dans l'année, il y a la semaine de la haine. Alors là, qui est la semaine qu'on prépare pendant des mois et des mois. Mais tous les jours, il y a les 2 minutes de la haine. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? Eh bien, sur tous les télécrans apparaît le visage de l'ennemi. De l'ennemi de la patrie. De l'ennemi de Langsoc. De l'ennemi d'Océania. Et ce personnage, qui est une autre création, parallèle à celle de Big Brother. Big Brother, c'est positif, c'est-à-dire on l'aime, Big Brother, bien sûr. Et ce personnage qui apparaît sur les télécrans, on le hait. Et ce personnage, il a un nom, c'est Emmanuel Goldstein. Comme par hasard. Goldstein. Emmanuel Goldstein. Et donc, c'est son visage qui apparaît, qui est diffusé sur tous les écrans. Et là, la population, tout confondu, les membres du parti, les prolétaires, ont l'obligation d'exprimer leur haine vis-à- de ce personnage. Ce qui permet donc c'est la soupape de la cocotte, ce qui permet de faire sortir tout ce que les gens ont sur le cœur. Alors, c'est focalisé sur ce personnage de Goldstein, mais évidemment, ça a un autre objectif qui est de permettre l'explosion pour que les gens, ensuite, après ces 2 minutes, se sentent un peu libérés et reprennent leur travail un peu allégé. Alors, c'est le traître. Lui, c'est la figure du traître, la figure du mal. Big Brother est la figure du bien. Et lui, c'est le traître, c'est l'ennemi de la patrie, c'est l'ennemi de Langsoc, c'est l'ennemi de l'Océania, c'est celui qu'on doit combattre. Absolument. C'est vraiment l'allégorie du mal. C'est très manichéen comme système, évidemment. Et il faut savoir que Staline a utilisé ce système. Il fallait lutter contre l'ennemi de la patrie. Et comme le peuple est supposé être patriote, évidemment, toute la haine, c'est le bouc émissaire. On en fait un bouc émissaire. Et toute la haine du peuple va contre lui. C'est un système qu'on voit aujourd'hui, pour ne pas le citer, dans le système coréen, les États-Unis, où aujourd'hui le président des États-Unis est celui vers lequel doit diriger la haine du peuple. Donc on adule le dirigeant, aujourd'hui et puis on hait, mais viscéralement, c'est-à-dire que là c'est... Et le peuple doit le montrer. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelques mots, non. Et tout est surveillé pour voir si effectivement tout le monde... et si on sent une certaine tiédeur chez certains, ils sont suspects. Mais ceux qui en font trop aussi. Parce que là, ça pourrait aussi vouloir dire quelque chose. Donc même dans ces 2 minutes de haine, il faut savoir composer. Donc ça veut dire qu'on est soi-même, jamais, on ne peut être soi-même, dans une certaine naturalité, on est toujours en représentation, toujours. Goldstein. Mais comment ils ont choisi le Oui, bonne question. Non, il est hors système, hors Océania, hors Eurasia, c'est l'ennemi. Où est-ce qu'ils sont trouvés L'ennemi la tête intérieur. La tête. Oh, c'est une composition, là, il y a... Et le nom Non, c'est un nom. Oui, là, c'est évident que là, c'est une référence au nazisme, avec le traître, la patrie, qui a un nom... Et Emmanuel, c'est le nom du Christ.
C'est le nom du Christ. Bon, c'est le nom de Macron aussi. Mais je pense qu'il ne l'avait pas anticipé jusqu'à ce point. Quand même. Non. Alors, c'est lors d'un de ces moments, de ces 2 minutes de haine, que Winston va croiser une jeune fille, Julia, qui est une jeune femme plutôt, qui appartient au commissariat des romans, commissariat aux romans, c'est-à-dire qu'elle écrit des romans. On lui donne, c'est son travail, d'écrire des romans qui appuient l'idéologie officielle, et elle est membre de la Ligue anti-sexe des juniors. C'est-à-dire que pour décourager les jeunes de tout ce qui a trait au sexe, à la sexualité, à la sensualité aussi. Donc elle est vraiment là, voilà, quelqu'un de bien intégré dans le parti. Et elle est d'apparence très disciplinée, puisque lors des 2 minutes de haine, elle fait bien le travail. Et Winston la prend d'abord pour une espionne de la police de la pensée. Et puis jusqu'au jour où elle arrive à se rapprocher de lui, elle lui glisse un petit mot dans la main qu'il va se cacher pour le lire, et dans ce petit mot il y a « Je vous aime ». Et là va commencer une histoire qui est la seule bouffée d'oxygène du roman, où il y a une idylle vraie, pure, belle, qui va se créer, se nouer entre ces 2 jeunes gens, où bien entendu ils vont devoir se cacher. Ils vont partir de Londres par des trains différents pour se donner rendez-vous dans un bosquet, derrière un arbre, pour échapper à tous les systèmes de surveillance. Et puis un jour, ils vont trouver chez un vieil antiquaire, très sympathique, une chambre à l'étage où il n'y a pas de télécran, où ils vont pouvoir se rencontrer quelques minutes et parler. Discuter, une relation sentimentale. Et puis, ils savent, et on pressent évidemment dès le début que cette aventure aura une tragique fin, pas la peine de maintenir le suspense, la fin est tout à fait tragique. Ils savent qu'ils sont condamnés en le faisant, mais il y a un espoir qui les entretient, c'est le fait de croire à l'existence d'une fraternité clandestine. C'est-à-dire, c'est pas possible que tout le monde soit dans le système. Il doit y avoir quelques-uns qui œuvrent de manière clandestine en croyant à la fraternité, donc à une valeur humaine. C'est pas possible qu'il n'y ait pas. Et donc, ils nourrissent cet espoir d'un jour, par leur opposition, pouvoir rentrer dans les rangs, entre guillemets, de cette fraternité clandestine qui aurait un autre projet pour le peuple. Et cette fraternité clandestine, elle unirait les réfractaires, et c'est un espoir très fort pour eux. Et il se trouve qu'un jour, ils font la rencontre, tous les deux, d'un certain O'Brien, d'un certain personnage, O'Brien, qui est très intelligent, qui est très charismatique, qui est membre du parti intérieur. Donc, la classe dirigeante la plus formatée. Mais Winston a l'intime conviction que ce O'Brien joue un double jeu et qu'il est en fait, il serait membre de cette fraternité. Et il lui fait confiance. Il lui fait confiance, donc il commence à établir une relation. Et un jour, O'Brien, sous le manteau évidemment, lui donne un livre qui serait le livre de Goldstein. Le livre écrit par Goldstein, donc l'ennemi, mais du coup, si on se situe autrement, on devient l'ami. Le livre de Goldstein, donc il lui remet ce livre, et il va dans sa chambre, donc louée par l'antiquaire, pour ouvrir ce livre, lire ce livre, évidemment interdit.
Et c'est là où Orwell en profite pour expliquer le système totalitaire. Puisqu'il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et c'est là où il y a la partie la plus, je dirais, théorique ou universitaire, entre guillemets, de comment, justement, dans le livre de Goldstein, est décrit tout le système avec tous ses ressorts, tous les systèmes de manipulation. Et évidemment, de ce fait, Goldstein apparaît comme un ami, puisqu'il décrit tout le processus caché, en fait. Et donc, il lit une partie de ce livre, donc vous avez une partie du livre qui est, de Goldstein, qui est dans le roman. Il essaie d'y intéresser Julia, mais bon, elle s'endort assez vite. C'est pas, elle lutte, mais elle est beaucoup moins militante que lui. Et puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Ils sont arrêtés par la police de la pensée, amenés au ministère de l'amour, puisque vous voyez, tout est inversé. Donc c'est au ministère de l'amour en fait qu'on emprisonne les gens et qu'on les torture. Et on apprend à cette occasion que le fameux propriétaire antiquaire charmant, gentil, était en fait un espion. C'était enfin quelqu'un qui était aux ordres et qu'il avait même caché un tel écran derrière un tableau. Un beau tableau impressionniste qu'aimaient beaucoup Winston et Julia. Et donc tous leurs faits et gestes en fait sont connus. Et sont connus depuis longtemps. Puisque on les a laissés faire justement jusqu'à voir jusqu'où ils pouvaient aller. Donc vous voyez, même les gens les plus, c'est horrible, même les gens les plus sympathiques, on peut dire tiens celui-là quand même il va les aider. Eh ben non, c'était un espion. Et au ministère de l'amour, Winston retrouve qui? O'Brien, qui en fait n'a jamais été membre d'une quelconque fraternité, mais qui est le chef de celui qui traque les criminels de la pensée. Donc tout l'espoir, évidemment, de la fraternité s'effondre, puisque même cet O'Brien, lui, est en fait le chef de la police de la pensée. Et O'Brien lui apprend que Winston avait été repéré il y a très très longtemps, comme peu fiable, avant même que Winston lui-même ne s'en rende compte, qu'il adhérait peu à l'idéologie, il avait été repéré comme peu fiable, alors qu'il faisait bien son travail, que apparemment il était bien dans le système. Donc là, c'est la dernière partie du roman qui est très très dure, puisque Winston est torturé par O'Brien lui-même, pendant des jours, des semaines, des mois, on ne sait plus, parce que là, le temps s'arrête, puisqu'il n'y a plus de lumière, donc on est évidemment incapable de voir le temps qui s'écoule. Et la torture va jusqu'à ce jusqu'à ce que Winston perde toutes ses convictions morales, et soit prêt à accepter n'importe quelle affirmation. Le but, c'est de lui faire dire oui à des choses stupides, aberrantes. 2 plus 2 font 5. Winston n'existe pas. Enfin bon, c'est là, vous connaissez, un système de lavage de cerveau, mais total. Et donc, à la fin, Winston est une sorte d'être larvaire qui dit oui à tout, et sa rééducation, puisque ça s'appelle la rééducation, s'arrête lorsqu'il trahit Julia, puisqu'en fait la torture est faite pour qu'il accepte de dire n'importe quoi, mais le dernier îlot de résistance était sa relation avec Julia. Et là, ils utilisent une sorte de phobie qu'il a avec les rats, par exemple, pour lui faire l'acte dernier, c'est-à-dire qu'il trahit Julia. Bon, on sait par ailleurs que Julia l'a aussi trahi de son côté. Donc, c'est la fin de la rééducation, puisque O'Brien a obtenu ce qu'il voulait. Et
apprend aussi, on apprend enfin que le livre, ce fameux livre de Goldstein, est une création du parti. Ce Goldstein, évidemment, n'existe pas, ce livre n'existe pas, mais il a été créé, comme les figures allégoriques de Big Brother ou de Goldstein, comme un outil de manipulation. Donc on fait croire aux gens qu'il y a ce livre qui décrit tout, et l'existence donc de cette autre vision, la fraternité, mais en fait, ce livre a été écrit par le parti intérieur. C'est-à-dire c'est le summum de la manipulation. Et donc, voilà, nous non plus, à la fin du roman, on ne croit plus à rien. C'est-à-dire que tous les personnages sont suspects, tout ce qui est dit est suspect. Et une fois relâché, puisque Winston est relâché, il n'est plus qu'une sorte d'épave vide de sentiments et de dignité, il passe sa vie au bistrot. Et il devient un fervent admirateur du système totalitaire. C'est ça qu'on a obtenu de lui, c'est que c'est une épave, mais qui aime de manière inconditionnelle Big Brother. Voilà. C'est là où la rééducation s'arrête, c'est que, mais en toute bonne foi, si on peut dire, s'il reste quelque chose de l'intériorité, il est un fervent admirateur de Big Brother. Oui, donc il devient prolétaire, et donc, voilà, avec le seul divertissement des prolétaires, c'est-à-dire le bistrot et la loterie. Et en fait, dans la dernière page du livre, on apprend qu'il sera quand même exécuté d'une balle dans la nuque, puisque le système tue, je disais, les opposants, mais aussi les anciens opposants, même s'ils ont été rééduqués, parce que c'est preuve d'une faille. Donc, on finit le roman avec cette idée qu'en fait, personne n'aura de grâce aux yeux du parti, que tout le monde a vocation d'être exécuté. Les membres du parti, peut-être même en premier, donc même du parti intérieur, cette classe dirigeante, et qu'il n'est pas bon être ni opposant, ni partisan, en fait. Que c'est un système qui broie tout le monde. Mais est-ce qu'il est respectueux, là, le personnage il est respectueux ou pas tellement il est plutôt nihiliste, mais il est rien du tout. Il est plus rien du tout à la fin. Là, et c'est ça qu'Hannah Arendt avait très très bien décrit, c'est-à-dire ce système totalitaire vide les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pensée, aucune émotion, aucune identité. L'oblitération du moi, le culte de la mort, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on est totalement, je dirais même pas un animal, c'est pire que ça. C'est ce qu'elle appelait la désolation intérieure. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de lien individuel, puisqu'on se méfie même de soi-même. Et il n'y a évidemment plus de lien avec l'histoire, puisque c'est ces trois liens qui sont peu à peu défaits. Le lien avec l'histoire, il n'y a plus d'histoire, donc plus de lien cosmique avec l'histoire, historique. Il n'y a plus de lien social, puisqu'il faut se méfier de tout le monde. Et il n'y a plus de lien individuel. Donc, voilà, c'est la déshumanisation totale. Je ne sais pas. Sauf pour les classes dirigeantes. Mais la classe dirigeante, elle est la première à être surveillée. Attention, les membres du parti sont ceux qui sont les plus surveillés, évidemment, puisque c'est eux qui sont les garants du système. Et les têtes pensantes. Les têtes pensantes. Enfin, on peut se demander jusqu'où ils sont les têtes pensantes. Jusqu'où ils sont les têtes pensantes. Alors, ce qui est intéressant, on va faire la pause là, c'est que on trouve dans le roman tous les éléments que Hannah Arendt décrit dans ses origines du totalitarisme, c'est-à-dire l'homme de masse, la délation, la terreur, parce que c'est un système de terreur, évidemment,
Donc, tout ce qu'elle décrit, on le trouve chez Orwell. Le système justement de désolation intime, de suppression des liens. Elle le traite de manière plus historique, plus théorique, disons, en tant que sociologue. Lui le traite dans le roman, mais on va trouver les mêmes éléments. Et ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir quelles sont les spécificités que Orwell met dans son roman par rapport à justement ce que peut écrire Arendt et ce que le XXe siècle a connu. Les débuts du XXIe, peut-être à moindre échelle, mais encore. Ça va ? Oui. Bon. Donc, voyons voir maintenant les thèmes spécifiques roman. Puisque, bon, il y a des éléments qui sont devenus des expressions dans notre langue, le Big Brother, la police de la pensée, la novlangue. Et puis, il y a des éléments très intéressants à étudier, parce que je crois qu'il faut se dire qu'on n'est jamais à l'abri, pas seulement d'un système totalitaire. Et là, j'insisterai sur le fait que cette notion de système totalitaire, depuis l'œuvre de Arendt, elle est spécifique au XXe siècle. Elle, ce qu'elle a écrit dans ses livres, c'est que ce qu'on appelle le système totalitaire, faisant référence au système nazi et stalinien, sont spécifiques du XXe siècle. Bon, on en voit encore quelques aspects peut-être dans notre début du XXIe siècle, mais d'autres régimes antérieurs qu'on pouvait qualifier de dictatoriaux ou de tyranniques ne sont pas des systèmes totalitaires. Parce que ce qui fait la spécificité du système totalitaire, notamment ceux du XXe siècle, mais dont on n'est toujours pas à l'abri, c'est la puissance technologique. Puisque la manipulation de masse est possible à partir du moment où on peut, grâce à des moyens technologiques, avoir mainmise sur les masses. Autrefois, il y a pu y avoir des régimes dictatoriaux, tyranniques, mais c'était circonscrit dans l'espace. Parce qu'il n'y avait pas de système de diffusion planétaire. Et c'est aujourd'hui ce qui peut nous faire réfléchir, effectivement, quand on voit les GAFA, c'est-à-dire les big data. Les big data, c'est que c'est planétaire, c'est que c'est une emprise technologique sur nos vies, dont on n'est pas forcément conscient. Donc c'est ça qui fait, c'est pas que le système totalitaire se réduit à un système de manipulation technologique, mais c'est un outil indispensable pour en faire quelque chose de quasiment planétaire. Et en ce sens, le XXe siècle a eu ce triste record de morts par ces systèmes totalitaires qui ont provoqué les plus terribles génocides de l'histoire. Parce que quand on fait référence même à des guerres, on se dit mais il y a toujours eu la guerre. Oui, mais c'était des guerres qui faisaient quelques centaines de victimes, quelques milliers de victimes, voire quelques dizaines de milliers de victimes, mais jamais des millions. Jamais on a eu dans l'histoire connue, autant de millions, autant c'est pas simplement une question de quantité, on dirait, mais quand même, ce XXe siècle est quand même unique dans l'histoire jusqu'à maintenant. Essayons de faire qu'il reste unique. Oui, mais Daesh se sert aujourd'hui de... Oui, il y a... Alors bien sûr que le début du XXIe siècle, nous voyons encore, bien sûr, des résurgences. Probablement, les systèmes totalitaires ne prendront pas la même forme que ceux qu'ils ont pris au XXe siècle. Mais il faut rester vigilant. C'est pour ça que j'ai choisi ce roman, pour nous faire réfléchir et rester très vigilant. Parce que même si on ne parle pas de système totalitaire, il y a des méthodes et des outils quand même qui peuvent nous faire réfléchir aujourd'hui. Vous savez que Amazon aujourd'hui, celui qui a le plus d'actions, est devenu le plus riche homme du monde qui n'a jamais existé. Oui, on a vu ça. Oui.
Et l'autre jour, on m'a transmis une vidéo, bon, je ne sais pas si elle est vraie, puisque finalement, voilà, il faut quand même se méfier de tout ce qu'on reçoit comme information, mais si elle est vraie, c'est vrai qu'elle fait un peu froid dans le dos, ça se passe en Chine, où avec les systèmes de reconnaissance faciale, bon, c'est quelqu'un qui traverse au rouge, enfin bon, qui traverse à un moment où il ne doit pas traverser, puisque le petit bonhomme est rouge, et on prend sa photo, enfin reconnaissance faciale, et après son visage apparaît sur des grands écrans, hein, à la vue de tous, en disant voilà, attention, monsieur a transgressé la loi, a traversé. Bon, alors, c'est. Bon, on connaît la Chine, hein, mais c'est un système qui aujourd'hui qui nous apparaît plus sympathique parce qu'il est capitaliste, mais avec un système très. Donc, alors, les thèmes spécifiques à 1984, j'en ai vu plusieurs, j'en ai évoqué déjà certains, mais on va rentrer un peu dans le détail. Ce qu'il explique, c'est le système de double pensée. Alors ça me semble très intéressant. La double pensée. La double-pensée. C'est un mécanisme donc qui est diffusé et entretenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de la double pensée? Je vais vous le lire parce que c'est très bien écrit, très bien décrit. Alors, page 51. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Donc ça, c'est typique d'Orwell. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes deux. Ce qui est derrière cette double pensée, c'est un système un peu schizophrénique qu'on entretient et qu'on encourage ces gens, c'est de croire avec la même fougue, hein, deux opinions contradictoires et qui devraient normalement s'annuler. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, pour l'oublier plus rapidement encore. Et on réécrit l'histoire, donc on oublie, mais surtout, il faut oublier qu'on oublie. Parce que sinon... Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même. Là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot double pensée impliquait l'emploi de la double pensée. Donc, ça, c'est un système de manipulation de la pensée qui est donc utilisé dans Océania. De jouer comme ça sur la pensée des gens. Et qui est l'inventeur de cette pensée-là? Non. C'est Emmanuel Goldstein. Oui, non, mais là, mais comment c'est qu'aux États-Unis, il y a des inventeurs pour la Shoah, etc. Est-ce qu'il y a un inventeur de ce système? Autre passage. Plus lointain, page 284. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait par conséquent qu'il joue avec la réalité, mais par l'exercice de la double pensée, il se persuade que la réalité n'est pas violée. On est tous encouragés à la schizophrénie. Dr Jekyll, Mr Hyde. Le processus doit être conscient, autrement il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante, mais il doit aussi être inconscient, sinon il apporterait avec lui une impression de falsification et partant de culpabilité. On n'entend plus. On n'entend plus. Non, c'est le micro. Voilà. La double pensée se place au cœur même de Langsock. Là, c'est vraiment un des fondements
du système de manipulation de Langsok, la double pensée. L'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable. Le fait d'être constamment dans le mensonge, mais en ayant la conviction d'être dans le vrai. De pouvoir assumer les deux. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement. Mais c'est le mentir, vous voyez, de Marco, je ne sais pas où est la vérité. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement. Oublier tous les faits devenus gênants, puis lorsque c'est nécessaire, les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile. Nier l'existence d'une réalité objective. Voilà, ça c'est très important. Dans cette vision, il n'y a pas de réalité objective. Voilà. Il n'y a pas de réalité objective. Tout est subjectif. C'est pour ça que le passé n'existe pas, parce que le passé n'est qu'un souvenir subjectif de quelqu'un. Il n'y a pas de passé objectif. Et là, ça rejoint la réécriture de l'histoire, mais sur lequel il faut vraiment réfléchir, parce qu'aujourd'hui, même dans nos sociétés, il y a ces tentations. Vous savez, de réécrire l'histoire. On enlève des manuels scolaires ce qui gêne, on réécrit l'histoire de l'esclavage, de la guerre, de la colère. On veut, il y a cette tentation de faire bonne figure collectivement. Et ça nous concerne. Peut-on réécrire l'histoire ou faut-il éduquer pour pouvoir assumer l'histoire? C'est pas pareil. Quelle éducation pour assumer des passés qui ne sont pas forcément glorieux? Et pour pouvoir dire plus jamais, peut-être moins de naïveté, mais c'est ça l'enjeu. Plutôt que de réécrire l'histoire, d'enlever ce qui gêne, ou d'en faire un objet de polémique. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de nos sociétés. Alors, je reprends. Donc, nier l'existence d'une réalité objective, ça c'est très important. Parce que c'est un enjeu philosophique. Là, pour le coup, on est en plein dans une vision philosophique. Existe-t-il une réalité objective, dont nous vivons que peut-être des reflets ou des ombres? Ça, c'est la vision platonicienne. Oui, il existe une réalité objective dont nous ne voyons peut-être que des reflets. Mais cette réalité objective, elle existe. Ou de dire, il n'existe pas de réalité objective. Tout est subjectif, tout est relatif, donc à la subjectivité de chacun. On mélange en réalité la vérité qui est souvent subjective avec la réalité qui est oui, objective. Et surtout, parce qu'il y a un relativisme. Le fait qu'il y ait un ministère de la vérité, ça c'est très intéressant. Les appellations des ministères. Ministère de l'amour, qui est là où on emprisonne ou on torture. Le ministère de la vérité, qui est là pour diffuser les mensonges. On inverse tout. Donc, pas de réalité objective. Ça, c'est le point philosophique, disons, majeur, et ce qui permet de mettre en place cette double pensée. Qui, attention, c'est pas la dialectique platonicienne, où on concilie les contraires et on trouve une tierce vision qui englobe les deux autres. Non, on est dans un plan horizontal où on croit avec la même vigueur deux opinions contradictoires. Et selon les moments, et ben voilà, on va mettre en avant l'une plutôt que l'autre. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Donc, c'est par le moyen de la double pensée. Double pensée, ça s'écrit soit avec un tiret, soit attaché, pour contracter le mot, que le parti a pu, et pour autant que nous le sachions, pourra pendant des milliers d'années arrêter le cours de l'histoire. Arrêter le cours de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et le but est de faire des sociétés sans histoire. Donc, sans passé.
Bon, le ministère de l'Abondance aussi, hein, vous avez compris, c'est celui qui gère en fait les famines. La pénurie. C'est une pénurie et ça a été aussi utilisé en Chine notamment, ou de susciter des famines alors qu'il y avait tous les moyens pour nourrir la population. Oui. Là, il y a vraiment plein d'exemples. Donc la double pensée. Mais, vous voyez, qui n'est pas la pensée unique, parce qu'aujourd'hui, on déplore la pensée unique. Voilà. La double pensée, c'est encore plus pernicieux. C'est encore plus pernicieux. Parce que, voilà, on a l'impression d'être libre, hein, de penser ce qu'on veut, puisqu'un jour on pense une chose, le lendemain une autre, donc... voilà. Et en fait, c'est l'outil majeur de la police de la pensée. La réécriture permanente de l'histoire. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas trop. Je disais que la guerre d'Espagne a été significative pour Orwell, puisqu'il va même faire part d'une réflexion à Arthur Koestler, qui avait partagé cette même expérience. Il dit « L'histoire s'est arrêtée en 1936 ». Pourquoi ? Parce qu'il participe donc du côté républicain à la guerre d'Espagne. Cette guerre d'Espagne, d'ailleurs, qui est vraiment très très intéressante à étudier, entre parenthèses. Et il dit « La propagande stalinienne effaça toute trace de bataille gagnée par les républicains lorsqu'il s'agissait de milices anarchistes et inventa de grandes victoires communistes là où nul combat n'avait été livré. » Donc la propagande. Dans la presse communiste, l'expérience du front qu'avaient vécu Orwell et ses camarades se trouva frappée de totale irréalité. Il dit, mais c'est pas la guerre que j'ai faite. Et c'est là où il s'est rendu compte ça lui a fait, c'est une expérience vécue, il s'est dit, il y a une manipulation de l'histoire. Alors, comment c'est réécrit l'histoire ? C'est très très bien... Alors, que se passait-il dans le labyrinthe où conduisaient les pneumatiques ? Ah oui, les pneumatiques. Vous savez, c'était ce système de tubes. Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. Là, c'est carrément le journal anglais, Times. C'est-à-dire, c'est pas un nom inventé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. C'est-à-dire qu'on réactualise sans arrêt les archives. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, mais aux livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies, c'est-à-dire tous les systèmes de diffusion. Il était appliqué à tous les genres inimaginables de littérature et de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour par jour et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver, avec documents à l'appui, que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Parce que c'est ça, c'est que le parti a toujours raison. Donc il avait prévu la guerre, c'est la guerre, il avait prévu... Et donc, par exemple, si on n'arrivait pas à tel objectif quantitatif, on diminuait les prévisions pour dire, voyez, finalement, on a obtenu les objectifs. Falsification des statistiques. Ça ne nous dit rien, ça, Non, rien. Dans des enjeux moins graves, mais... Voilà, donc on réécrit tout. C'est un job passionnant. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. Et si les besoins du moment changent, on réécrit tout. S'il faut faire la paix avec l'Estasia à un moment donné, on réécrit absolument tout pour prouver qu'on a toujours été en paix avec l'Estasia. L'histoire tout entière était un palimpseste. Vous savez, un palimpseste, c'est un manuscrit sur lequel on réécrit. On connaît ça.
et donc pour voir ce qu'il y avait avant, il faut vraiment des techniques particulières. Un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît dans l'histoire, de falsification de photographies. Aujourd'hui, là aussi avec les techniques, avec Photoshop ou autre, on peut faire disparaître des gens des photos, on peut leur retoucher le visage, on peut en rajouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours extrêmement méfiant. Alors, c'est ça qui fait partie aussi de la vigilance, de se méfier de tout ce qui est photo, témoignage, même vidéo. Tout peut être manipulation. Alors, je dirais, mais à ce moment-là, on ne croit plus en rien. Il faut être vigilant. C'est pour ça que la vidéo, comme on voyait sur la Chine, là, avec ces histoires que je vous ai racontées, je ne sais pas si elle est vraie. Ça peut être aussi, vous l'avez reçu? Bon, ça peut être aussi un montage et que rien de tel n'existe en Chine. C'est possible. Donc, toujours avoir cette vigilance. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on dit attention aux mails que vous renvoyez, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, et ça entretient tout un système. Bon, voilà la falsification de l'histoire. Donc, désinformation pour asseoir sa domination. C'est le principe, alors là, c'est ce qu'on appelle dans le livre la mutabilité du passé. La mutabilité du passé. C'est-à-dire, il n'existe pas de passé immuable. Le passé est mutable. Voilà, donc il... Pas du tout, parce qu'on dit toujours que c'était mieux avant. Ah bah, quand on dit c'était mieux avant, c'est qu'on n'est pas victime du système. Le principe de la mutabilité ou de la négation de la réalité objective. Donc ça c'est très intéressant, ce qui soutient l'action du parti. Le passé n'existe pas en soi, il n'est qu'un souvenir dans les esprits humains. Voilà. Tout n'est que souvenir. Et donc comme tout souvenir, il peut être sujet à caution, à critique. Ah mais ça c'est, toi tu vois ça comme ça, mais il n'y a pas de passé. Alors, que deviennent ces gens, ensuite ces peuples, à qui on donne la démocratie? Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux, quand ils sont dans cet état-là. On sait très bien que c'est le problème de la démocratie, que c'est sans éducation à la démocratie, c'est pas évident. Troisième élément, donc on a vu la réécriture permanente de l'histoire, la double pensée, le rôle dominant de la technologie, les fameux télécrans. Et c'est là où ça rejoint aussi beaucoup ce qu'explique Arendt, c'est que au XXe siècle, on a une technologie suffisante pour implanter un système totalitaire planétaire. Et depuis, la technologie a fait beaucoup de progrès. Donc, un système de vidéosurveillance et simultanément écran de télévision, je disais, donc pour diffuser de l'information et pour surveiller les gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Orwell, là, manifestement intègre à son récit un problème qui faisait débat à l'époque, qui aujourd'hui ne fait plus, le problème de la télévision. Parce que quand est apparue la télévision, beaucoup de gens étaient très inquiets, parce qu'il y avait cette idée qu'effectivement, cet écran diffusait des choses magnifiques, enfin d'abord en noir et blanc, mais pouvait aussi surveiller les gens. Et il y avait une vraie... aujourd'hui, ça nous semble, parce que c'est tellement intégré dans nos vies, mais il y avait vraiment une résistance de certains à intégrer cet écran de télévision chez eux. Et j'ai trouvé... donc c'était vraiment une inquiétude vraiment répandue au début de la télévision. Et une trace de cette angoisse, par exemple, vous pouvez le voir dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Dans Les Temps modernes, Charlot est rappelé à l'ordre par un écran géant où apparaît son patron, qui le voit à travers et le suit des yeux. Et Orwell est très préoccupé
par cet envahissement de la vie publique et de la vie privée par ces écrans, et qui vient notamment des États-Unis. Hein, c'est pas un hasard si l'Amérique, les États-Unis, font partie de l'Océania, parce que pour lui, ces tentacules technologiques sont dangereuses. Et là, à l'époque où il écrit, c'est une vraie inquiétude. Et aujourd'hui, qui s'exprime plus de la même manière, tellement on est familier, hein, on met même des écrans dans les chambres des enfants, enfin, voilà, partout. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette technologie, on peut être géolocalisé n'importe quand avec son portable. Enfin, on peut avoir son profil psychologique décrit. Bon. Et donc ça a eu un écho à l'époque, hein, cette inquiétude vis-à-vis de ce qu'on appelait le petit écran. Et donc, bon, aujourd'hui, on sait que tous les pays développés sont équipés de caméras. Alors, là aussi, bien sûr, on nous dit, mais c'est pour la lutte contre la délinquance, le terrorisme, etc. Ce qui peut-être est vrai en partie, mais qui aussi peut servir à autre chose. Bien sûr. Moi, je racontais, c'est vraiment une anecdote, mais hier, j'ai reçu un mail de la SNCF. Vous savez, le système de la SNCF va changer, ça sera plus voyage SNCF, ça sera oui SNCF. Bon, ouais. Et là, cette occasion, il trouve ça certainement très bien d'envoyer à chacun un récapitulatif de ce qu'il a fait comme voyage durant les 3 ans écoulés. Elle dit, chère madame machin, avec le nom, là, depuis 3 ans, vous avez fait 87 voyages, vous êtes allé là, vous avez dépensé tant. Merci, et on espère que le système, oui, réservation, va vous donner toute satisfaction. Et je me suis dit, on le sait, hein, que chaque fois qu'on fait, mais, ah oui, ils savent tout ce que j'ai fait depuis 3 ans comme voyage, où je suis allée, combien de temps j'ai passé, dans quel hôtel je suis allée. Ah, je me suis dit, voilà, pour Orwell, ça va être... on s'en rend pas compte. Mais c'est peut-être d'autant plus dangereux que c'est sournois. C'est anodin. Et le même fait de recevoir des publicités qui tombent juste... Je reçois juste une publicité qui va bien avec. Si on lit le bouquin, c'est Hariri, là. Oui, Homo Deus. Voilà, Homo Deus. On va se servir de toutes ces collectes d'informations pour influencer sur les goûts des gens. Ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est envisagé. Oui, ça fait partie des choses envisagées. Enfin, personne n'est censé d'aller sur les réseaux sociaux comme on voit. Ah non, mais c'est pas les réseaux sociaux. Non, c'est pas tant le problème des réseaux sociaux, parce qu'on peut effectivement choisir de pas aller sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, qui n'a pas de portable ? Qui n'a pas d'écran de télévision ? Qui n'a pas le minimum pour vivre en société ? Ou qui ne commande pas une fois dans sa vie quelque chose sur Internet ? Bien sûr, on peut vivre autrement. Mais c'est un acte de résistance presque aujourd'hui. Moi j'ai résisté plusieurs années pour le portable, mais j'ai craqué parce que c'est compliqué. Bon, alors on passe. Quatrième élément, les manifestations organisées de haine collective contre un bouc émissaire. Ça, c'est très intéressant. Les 2 minutes de haine par jour, la semaine de la haine par an, contre une création, puisque cet Emmanuel Goldstein, en fait, n'existe pas, comme une création qui est considérée comme un traître et qui est l'objet de séances d'hystérie collective. C'est nos carnavals. C'est différent. Là, je n'ai pas le temps d'expliquer la différence. Mais c'est différent des systèmes de gestion, effectivement, de société, avec des moments où tout est possible. C'est très différent, parce que là, c'est vraiment la haine. Ce n'est pas simplement que les gens se défoulent, ils sont obligés de se défouler, d'une certaine manière, contre une seule personne. Carnaval, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, y participer ou pas. On ne faisait pas la liste de ceux qui participaient au carnaval. Là, non. Là, c'est quelque chose qui est apparemment
pour se défouler, mais qui est complètement contrôlé. Et aujourd'hui, c'est vrai, sans porter de jugement, mais quand on voit des vues, alors peut-être sont-elles fausses, mais de la population coréenne qui pleure, qui voue son amour aux dirigeants, bon, c'est un peu la même... ou la haine de l'impérialiste américain, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on focalise la haine et l'amour d'une telle manière sur une personne, qui est une création. Dans le carnaval à l'époque, c'était des gens réels, c'est-à-dire on se moquait du roi, on se moquait du prêtre, mais c'était des gens de chair. Là, on canalise la violence ou l'amour contre des créations allégoriques. Donc, virtuel. On est dans un monde virtuel. Je continue simplement parce que je voudrais quand même finir, mais ça me semble important. C'est des personnifications. C'est Big Brother et c'est Goldstein. C'est des personnifications du mal ou personnifications du bien. Et Staline se servait de ça quand il écrivait l'ennemi du peuple. L'ennemi du peuple. Donc, utilisation du mot peuple aussi. On canalise la haine contre l'ennemi du peuple. Il ne faut pas être contre le peuple. Bon, et aller jusqu'au fait que Goldstein soit l'auteur d'un livre subversif, ce qui rend croustillant la chose. 5e élément, la destruction de la langue. La novlangue. C'est-à-dire, on diminue le nombre de mots de manière drastique pour arriver à quelques dizaines de mots. Destruction de la langue passe par la diminution du nombre de mots et la diminution des mots. Alors, c'est très bien expliqué dans le roman. Demain, tout se fait. Ne voyez-vous pas, parce qu'il rencontre le responsable du dictionnaire, la novlangue, un certain Sim, qui va aussi finir comme les autres. Et Winston lui dit, mais ne voyez-vous pas que le véritable but d'une novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? Ça, c'est toute la relation, évidemment, entre la langue et la pensée. La langue est une expression de la pensée. Donc, si on réduit la langue, on réduit la pensée. Et on avait parlé un petit peu, si vous vous rappelez à ceux qui étaient sur la communication non violente, le nombre d'adjectifs possibles à notre disposition pour définir des états émotionnels, positifs ou négatifs. Et là, on se rend compte que le peu de mots qu'on emploie, alors qu'on les connaît tous, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des pages et des pages d'adjectifs avec des nuances extrêmes. Et on est dans un appauvrissement de la langue, parce qu'à partir du moment où on n'utilise plus un mot, et après on dit, il n'a pas d'utilité, ce mot on ne l'emploie pas, on le supprime. Heureusement qu'il y a l'Académie française, chez nous, quand même, on peut la critiquer, c'est des vieux schnocks, mais quand même, ils font vivre la langue et garant quand même de l'évolution de la langue, en intégrant des nouvelles choses, parce qu'il ne s'agit pas de dire la langue doit être figée. La langue est un élément vivant, mais il faut surtout être très vigilant sur les mots qu'on pourrait supprimer. C'est l'intérêt de la littérature aussi. Donc, la limite de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot, dont le sens sera rigoureusement délimité. Et là, il donne des exemples. S'il y a le mot « bon », par exemple, le mot « bon » existe. À quoi bon le mot « mauvais » ? On peut dire « non bon ». C'est-à-dire, on utilise « bon » et on met le contraire. Et comme ça, on raréfie le nombre des mots. On simplifie. Pourquoi toutes ces nuances d'émotions ? De toute façon, les émotions ne sont pas bonnes. Donc, voilà, on va supprimer plein de mots comme ça. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Bon, je ne vous parle pas de l'étymologie, puisque comme il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'étymologie. Déjà, dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Ils sont à la 11e édition du dictionnaire. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi, nous serons morts.
Chaque année, de moins en moins de mots. Et là, c'est quelqu'un qui est militant de ça, enfin, qui trouve ça génial. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Fantastique. Il n'y a plus dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est l'angsoc et le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Donc, il y a des gens qui sont super enthousiastes de ça et qui considèrent que d'arriver à ça, d'arriver à une dizaine de mots pour... c'est vraiment fantastique et de plus avoir à penser. Donc les mots novlangues sont conçus pour être prononcés sans réflexion afin d'anéantir aussi l'affect, le côté émotionnel et la pensée. Bon, c'est vrai que, on ne peut pas ne pas penser au SMS, au langage Twitter, au nombre de mots maximum. Et quand on voit, c'est vrai, les dirigeants de grandes nations qui fonctionnent comme ça, avec des petits messages Twitter, c'est quand même... non, je pense à personne en particulier, bien entendu. C'est terrifiant, quand même. C'est terrifiant. Sans juger... C'est quelque chose quand même qui est inimaginable, qui était inimaginable il y a 20 ans. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont devenus plus forts que les États. Oui, puis en plus, pour dire une chose et son contraire. Voilà, il est dans la double pensée peut-être. C'est l'avènement de l'informatique quand même qui a fait en fait l'informatique. Bien sûr. Oui. 1 ou 0. Oui. Binaire. A ou non. Binaire. Oui. Oui. Ouais. Pas encore. Oui, avec le langage binaire. La révolution de la pensée qui va se caler sur le langage informatique. Ouais. Ouais. Mais même dans la conversation courante, les gens te disent ils ont un appart, un ordi, ils vont fêter leur ami. Alors, 6e élément, dont j'ai pas beaucoup parlé, il y a 3 slogans. 3 slogans qui sont matraqués sur les écrans et qui sont aussi les slogans de la manipulation. Et exemple de la double pensée. Et donc, il y a 3 slogans majeurs. La guerre, c'est la paix. Bon, là, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire que, là, il explique bien le changement de guerre, la guerre moderne. Qu'est-ce que c'est que la guerre moderne? Et que pour être en paix, il faut toujours être en guerre. Civilis pacem parabellum. Oui, mais disons, c'est la guerre permanente. C'est pour ça que il faut entretenir la guerre. C'est un peu ce qui est utilisé aujourd'hui en Corée, où il faut être en guerre contre avec les moyens nucléaires, pour que le peuple coréen vive en paix. Et il faut entretenir cela, ce sentiment de guerre perpétuelle chez le peuple. On est en guerre, donc c'est le rationnement, on est en guerre. C'est l'information, on est en guerre. La guerre justifie tout, et l'état de guerre permanente est ce qu'il faut accepter si on veut être en paix intérieure. Donc là, c'est un grand questionnement. 2e slogan, la liberté, c'est l'esclavage. Vous voyez, on joue toujours sur les contraires. Donc, être en paix, c'est être en guerre, c'est la double pensée. La liberté, c'est l'esclavage. C'est le seul moyen d'être libre, c'est d'être esclave. Parce que là, au moins, on ne pense pas, on n'a pas d'affect, donc on est libre de plein de choses qui nous empoisonnent. Penser, c'est compliqué, c'est fatigant. Avoir des émotions, ça nous fait vivre des yo-yo. Si on pouvait se passer de tout ça, quel bonheur d'être vraiment libre. Donc on accepte l'esclavage, parce qu'on pense que c'est le seul moyen d'être libre. On est libre et esclave en même temps. Et surtout, on oublie qu'on est esclave. On pense qu'on peut réserver comme ça un billet de train sans être suivi. Faux. On n'est pas libre. J'exagère. Mais la liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. C'est le 3, ça. Oui, c'est le 3e slogan. La guerre, c'est la paix.
la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Et ces slogans sont, quand il n'y a pas d'autres nouvelles, diffusés sur les télécrans géants. Donc à la fin, on fait corps avec ça, on est persuadé de ça. L'ignorance et la force, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est un système qui bannit tout système de toute éducation, tout questionnement philosophique, j'en parle même pas, puisque être ignorant, c'est être fort. Puisque on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir, on a à peine un présent, on est fort. Ça se discute un peu plus le dernier. C'est-à-dire que la simplicité de l'ignorance fait la force des individus. C'est pas un peu l'ataraxie? Ah que non. Ah que non. Ah que non. Moi, je suis une grande défenseuse de l'ataraxie. Alors là, je peux vous en parler jusqu'à ce soir. Non, l'ataraxie, le fait de suspendre son jugement, d'être dans une sorte de neutralité, ou de l'équanimité, c'est un effort. C'est un effort immense de pensée et d'affect. C'est une sorte de paix intérieure, mais acquise. Et avec quels efforts. Là, rien n'est acquis. C'est du matraquage. Et ça va sans éducation et sans questionnement philosophique. L'ataraxie n'est possible qu'avec un questionnement, avec une observation de soi, avec une introspection, avec une remise en cause, avec tout un travail intérieur. Là, on bannit le travail intérieur. Donc, ça pourrait faire penser, ça a le goût de, mais ce n'est pas. Non, non. Donc, l'important, c'est justement, donc les prolétaires, on s'en occupe pas, on les éduque pas, ils vont pas à l'école, parce qu'ils pourraient avoir l'idée quand même de réfléchir par eux-mêmes. Et de se révolter. Donc, l'ignorance permet la fanatisation des masses. Et ça doit nous faire vraiment réfléchir. Parce que l'expérience du XXe siècle nous montre que même des élites cultivées, éduquées, peuvent tomber dans le panneau. C'est effrayant. Enfin, c'est effrayant. Disons que c'est pour ça que c'est toujours un sujet de vigilance. Et que c'est bien de mettre son effort, ses énergies sur l'éducation, sur ce qui peut faire penser, sur penser par soi-même, l'esprit critique, la philosophie. Aussi. Il faut que l'éducation corresponde à une certaine... Alors, quand je dis éducation, c'est pas formatage, c'est educere, c'est-à-dire faire sortir d'eux, c'est-à-dire faire sortir le meilleur de chaque individu, c'est développer son potentiel. C'est pas l'enfermer dans un credo, c'est ça l'éducation normalement. C'est faire sortir et pas faire rentrer. Et on est encore beaucoup dans notre système éducatif, dans le fait de faire rentrer. Alors que c'est faire sortir. C'est pas pareil. C'est une autre... L'utilisation des enfants contre leurs parents, ça j'en ai parlé, les enfants qui sont encouragés à surveiller et dénoncer leurs parents. Voilà, vous êtes encore debout? Bon, c'est les quelques éléments donc plutôt de réflexion philosophique sur la pensée, sur la langue, sur les slogans, sur l'éducation, sur tous les sujets essentiels, où là, on voit les dérives possibles. Et des dérives pas simplement possibles, mais dont certaines existent déjà. Enfin, pas déjà, parce que ce n'est pas un roman d'anticipation. J'insiste sur le fait que Orwell lui-même récusait une façon de lire 84 comme un roman d'anticipation, comme ce qui allait arriver. Pour lui, c'est pas ça. C'est même pas de la science-fiction, mais c'est
peut-être de figer à un moment donné les caractéristiques d'un système totalitaire. Voilà, oui, un constat, de systématiser et de voir que parfois il était même en deçà, sur certains éléments, en deçà de ce qui s'est réellement passé. Donc, pour dire que 84, c'est un roman qui n'a pas de suite, enfin, dans le sens, c'est pas un roman historique. Enfin, je pense que Orwell ne le voyait pas comme ça, et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ça n'a pas de suite. C'est une réflexion, en fait, philosophique sur l'être humain, sur voilà la possibilité de manipuler, de formater tout être humain, et enfin moi je le vois comme un roman peut-être plus facilement accessible que les écrits d'Hannah Arendt, qui sont magnifiques, mais qui sont peut-être un peu plus universitaires. Hein. Là, c'est un roman, et donc il peut faire écho à certaines choses que l'on vit, et à rester, voilà, je pense, vigilant par rapport à tout ce système d'information dont nous sommes abreuvés. Hein, où une information chasse l'autre. Ça aussi, hein, le fait de chaque jour trouver une information qui fait le buzz, bon, c'est une manière d'effacer le passé. Chaque jour, il faut son lot d'émotions, d'informations. Et si on n'a pas l'information du jour, on est à côté de la plaque, quoi, hein, soyez dans l'actualité dès 6h du matin. Oui, et il faut se rendre compte que ça chasse la mémoire. Ça chasse la mémoire parce qu'une nouvelle chasse l'autre. Et pendant ce temps, quid de tout le reste de l'actualité ? C'est éclipsé, on ne sait même plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Si on veut bien, disons, se laisser un peu attraper par ça. Heureusement, il y a des livres, il y a des émissions de réflexion, il y en a. Mais il faut être conscient aussi du système. Oui, le système de télévision hypnose. Pourquoi ? Parce qu'on est passif. On est passif. Et on a tous constaté. Hein, on est fatigué, on a envie de se distraire, on allume la télé, on y reste des heures. Ça ne n'intéresse pas forcément, mais on est passif. Et donc on peut effectivement nous faire passer plein de choses. Et enlever même cette volonté de se lever et d'éteindre. Et, enfin, disons, nous on est des adultes, mais je pense que par rapport aux enfants aujourd'hui, c'est un vrai problème. Quand on sait que 5 à 6 heures par jour, en moyenne, 5 à 6 heures par jour, ils sont devant des écrans, soit par les jeux vidéo, soit par... Là, je crois qu'il y a, sans être rétro et pessimiste, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Enfin, il y a pas simplement du souci, mais de proposer d'autres activités, peut-être, sans les écrans.